parce qu'on est encore évidemment en édition spéciale dans ce grand qui est-ce, ce grand jeu de la Matignon Academy. C'est maintenant l'heure dans toute liberté sur Elle, c'est une heure de décryptage et de débat sans tabou et sans langue de bois. En somme, en toute liberté, on est ensemble jusqu'à 10h. Ça n'arrive qu'en France. Tout le monde bouge, mais personne n'avance. Bienvenue dans la nouvelle télé-réalité de la République. Matignon Academy, casting permanent, élimination surprise, alliance de fortune. Les candidats défilent dans ce speed dating institutionnel et puis soudain le coup de tonnerre. Un sondage IFOP qui nous apprend que 46% des électeurs LR veulent une alliance avec le RN. Presque 1 sur 2. C'est plus une fissure dans un barrage, c'est une brèche. Alors oui, on peut changer de ministre toutes les 3 semaines, réécrire les intrigues et bricoler les coalitions. Mais la vraie histoire est là. La droite traditionnelle n'a presque plus peur du RN. Et après tout, c'est le premier parti de France désormais, même s'il n'est pas convié à l'Élysée. Et pour ce qui est de la Matignon Academy, résultat ce soir, sauf si le seul et unique juré change d'avis. Ça n'arrive qu'en France. Voilà, et avec nous sur le plateau, le très français et très grand explicateur de l'économie, François Langlais. Merci François d'être avec Bonjour Anaïs. Pas tout pour nous aider à comprendre quelque chose à tout ça, si vous-même vous y comprenez quelque Mission chose. délicate. L'anglais et français, c'est joli. Oui. Frédéric Dabi, merci. Vous allez nous expliquer ce nouveau sondage de l'IFOP qui est assez Fiducial. IFOP fiducial pour LCI. Richard Verly, Salut, vous êtes notre chroniqueur suisse international all over the world et vous êtes surtout journaliste dans l'excellent Blick.fr. Elisabeth Martichoux, Elisabeth arrive en majesté. Queen Elisabeth, regardez à la cour sur le plateau, attirée par l'odeur du sang de cette nouvelle Matignon Academy. Et puis Christophe Barbier, Christophe Barbier évidemment. Alors les amis, réunion de la dernière chance, c'est la dernière réunion de la dernière chance à l'Élysée. Le président Macron a envoyé, ou son cabinet en tout cas a envoyé la convocation pour cette réunion, selon les infos exclusives d'Adrien Jeanne de TF1, à 1h53. Il n'a pas invité le RN et LFI. Pourquoi, Christophe ? Parce que ça ne sert à rien. Ils ont décidé qu'il y aurait une censure. Le LFI va déposer une motion de censure. Marine Le Pen a dit « je censure tout ». C'est pas la peine de les associer à une discussion pour essayer de trouver un pacte de non-censure. Alors, Elisabeth, il cherche son 8e PM comme on cherche une aiguille dans une botte d'égo. Ah, pas mal. C'est la punchline. Je suis très en forme. Je vais vous dire. Consultation ou information ? Est-ce qu'il a trouvé celui qui lui-même trouvera la pierre philosophale pour nous sortir de cette impasse ? Ou est-ce qu'il va faire une énième consultation qui débouchera ensuite sur un accouchement ? On a quand même, vous savez, la contrainte du calendrier, mais Emmanuel Macron, en général, ne respecte pas le calendrier. Il a dit qu'il nous le donnerait aujourd'hui. Pardon pour la formule un peu familière. Donc, est-ce qu'il les reçoit pour leur dire voilà, je vous propose ça et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Vous voulez pas de dissolution ? Qui pourra voter le budget ? Je vous mets devant vos responsabilités. Il a envie vraisemblablement de partager le fardeau. Voilà, parce qu'il trouve que c'est un peu lourd à porter tout seul, alors qu'il n'est plus qu'à 14%. De popularité. C'est de l'hostilité là. Dernier sondage. Pardon. C'est de l'hostilité là. C'est plus de la défiance. À ce niveau c'est notre ami Frédéric de l'IFOP qui nous le dira mieux. Mais à ce niveau-là, et puis c'est très humiliant pour lui parce qu'il rejoint dans le club des présidents les plus impopulaires un certain François Hollande qui avait touché le fond et lui aussi à son tour avec beaucoup d'hostilité. Alors avant de jouer au qui est, François, il doit nommer un Premier ministre ce soir, idéalement, parce qu'il y a ce mur du budget, François. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit déposé lundi. Pierre Moscovici l'a rappelé aux Parisiens. C'est pour ça que ça rejoint la question sur le qui est. Il n'y a pas 50 solutions, il y en a une seule. Il faut quelqu'un de prêt à l'emploi. Et de fait, ça ne peut être que le corps nu, compte tenu de cette contrainte. Donc, je pense que là, il y a une espèce de suspense. Toute cette comédie a été assez bien jouée. Justement, les plaintes de Le Cornu sur les partis qui ne pensent qu'à eux et pas à l'État, etc. Il a quand même dit hier soir ou avant-hier soir, Sébastien Lecornu, il envisageait quelqu'un, ou en tout cas il suggérait au président quelqu'un qui soit complètement déconnecté des partis politiques. Ils n'ont pas le choix.
Ils n'ont pas le choix Pas des partis politiques. Des de ambitions l'ambition présidentielle. Oui, c'est vrai. Ils n'ont Donc, pas le c'était choix. un Ils n'ont pas le choix. Je pense que si vous voulez, si vous faites la déclaration de politique générale lundi et le budget dans la foulée, il n'y a qu'un Premier ministre possible, un seul. Donc, à la fois par nécessité, et puis pour une autre raison qui est peut-être encore plus profonde, c'est que Macron fait toujours ce qui l'arrange personnellement. Donc, c'est la meilleure solution de ce point de vue, parce que c'est un homme qui est à sa main, qui effectivement n'a pas d'ambition personnelle. Qui est très bien. Enfin, en tout cas, présidentielle pour l'instant. Ouais, pour l'instant, oui. Oui, pour l'instant. Parce que, bon, ça peut changer. Ça peut changer. Les circonstances politiques changent et les ambitions, elles s'adaptent à ça, évidemment. C'est la nature humaine. Donc, mais bon, j'allais dire c'est presque secondaire, la nomination du Premier ministre. Il faut élargir la focale. On voit mal comment tout ça peut tenir, comment un budget peut être ficelé, voté avant l'échéance du 31 décembre. Donc, et lundi, c'est quoi? Il faut vraiment l'avoir déposé et en plus le même qui est déjà passé devant le Conseil, c'est ça? Non, c'est-à-dire vous avez encore une petite marge de manœuvre, mais il faut que ça parte à l'Assemblée la semaine prochaine. Et à partir de là, l'Assemblée travaille. Dans les conditions qu'on connaît d'ailleurs, de bazar incommensurable, avec des options fiscales et économiques complètement hétérogènes. Donc trouver le plus petit dénominateur commun, ça ne peut se faire que sur un seul sujet. En fait, on a une possibilité pour le Premier ministre et une seule possibilité pour le budget, c'est pas d'économie sérieuse. Le seul sujet de consensus pour la classe politique actuelle, c'est on ferme les yeux devant les problèmes budgétaires. Donc c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Avec le télescopage des dégradations faites par les agences de notation, je rappelle qu'à la fin du mois d'octobre, c'est Moody's, à la fin du mois de novembre, c'est Standard & Poor's. 2 dégradations ont eu lieu au cours du mois de septembre, celle de Fitch et de Morningstar. Donc, vous voyez, le film commence à prendre un peu d'épaisseur. Un gouvernement réduit vraiment à sa plus simple expression. Un Parlement qui est une foire d'empoigne, qui ne peut s'accorder que sur des non-décisions. Et puis, le niveau de l'eau qui monte. C'est gai, c'est gai. Alors, regardez cette une du Canard enchaîné aujourd'hui, Frédéric Dabi. C'est pas le cornu bis, c'est le bis cornu. Est-ce que vous votez comme François? Est-ce que vous dites c'est le seul qui va pouvoir reprendre sa propre suite, finalement? Oui, j'ai envie de vous dire oui, dans un temps aussi court, dans un temps aussi compté, puisque vous avez rappelé les étapes qui mettent pour une fois Emmanuel Macron au pied du mur et ne lui permettent pas d'étirer le temps, comme il l'a fait après le 7 juillet, après le second tour des élections législatives, après le renversement de Michel Barnier. Il avait été très rapide pour nommer Sébastien Lecornu. Moi, je regarde ce que nous disent les Français, et c'était l'enquête IFOP-LCI de lundi soir, à savoir un sentiment d'inquiétude, un désarroi très fort, une sorte de colère froide, c'est-à-dire c'est pas la colère chaude du moment des gilets jaunes ou que l'on peut vivre dans une campagne présidentielle, mais il y a vraiment l'idée que le pays est complètement à l'arrêt et qu'il ne fait que subir des chocs depuis des années, et là c'est le choc ultime, parce que c'est le choc de nos institutions, de notre système politique qui, jusque-là, tenait bien. J'étais hier dans l'Aveyron avec tous les maires de l'Aveyron et ils nous relayent. C'est une expérience de terrain que je partage. Ils relayent ce que leur disent les Aveyronnais, un département comme les autres de notre pays, plus rural que la moyenne. C'est un sentiment de très mauvais spectacle. Ils voient les problèmes, la question de l'accès aux soins, de l'insécurité, du pouvoir d'achat qui ne sont même pas traités. Ils ne sont même plus abordés et jamais le personnel politique ne s'est autant parlé à lui-même, jamais il a été autant auto-centré et n'est pas dans ce dialogue avec les Français. Que font ce dialogue? Coopèrent systématiquement, et c'est pour ça qu'ils sont valorisés, les élus locaux, les maires, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux. Frédéric, vous l'avez testé, Sébastien Lecornu, parce que j'avais l'impression, après son intervention, qu'il était plutôt bien perçu comme un homme d'État, un père à la rigueur, un bon père de famille. Non, mais on l'a testé avant à plusieurs reprises, notamment dans le baromètre IFOP-JDD, qui est le plus ancien de la Ve République. Il y a plutôt un a priori positif, quelqu'un qui apparaît comme quelqu'un de renouvellement, mais qui est expérimenté, et l'acte lourd d'être passé 3 ans au ministère des Armées est très fort. Il a quand même débarrassé le pays
partie de ces fameux 2 jours fériés qui empoisonnaient la relation entre l'exécutif et les Français. Il reste encore beaucoup de passifs, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc les premiers pas sont plutôt réussis, mais la question pour les Français, c'est moins Sébastien Lecornu. Est-ce que le gouvernement va être nommé ? Est-ce que le politique va cesser de dysfonctionner et jouer son rôle de transformation et d'amélioration de la vie des Français ? C'est très mal barré, si je puis dire, pardon d'être peut-être un petit peu trivial en ce vendredi, parce qu'avec cette assemblée introuvable, ingouvernable, c'est extrêmement compliqué. C'est pour cela aussi que les Français étaient sur cette logique de dissolution aux 2 tiers, c'était aussi l'enquête IFOP LCI de lundi, pour trancher ce nœud gordien de ce blocage et de cette paralysie. Richard, c'est incroyable ce spectacle qu'offre la France. Alors, on a la confirmation, j'ai la confirmation ce matin que je suis bien à Paris en France. C'est-à-dire, au fond, un régime présidentiel qui ne se résout pas à la nouvelle donne. Et moi, la lecture... À la nouvelle donne de la tripartition, vous voulez dire ? Oui, la nouvelle donne politique générale, la nouvelle donne aussi liée à ces derniers jours. Le président, Emmanuel Macron, veut être celui qui décide. Il convoque en pleine nuit, vous vous rendez compte ? Mais vous imaginez ça en Allemagne ? Un président allemand qui, bien sûr, n'a pas du tout les mêmes pouvoirs, qui enverrait un message à 1h53 du matin. C'est pour les inviter à 2h de l'après-midi. Hein. Oui, d'accord. Enfin, c'est pas pour venir tout de suite, non, heureusement. Il y a un président qui continue à penser qu'il est au fond tout puissant. Bien sûr, il sait, il est réaliste que la situation lui a en partie échappé, mais il continue de penser qu'il va recevoir ces différents partis. Il exclut de facto, alors bien évidemment c'est lié à la censure, Christophe l'a dit, il exclut quand même le premier parti de France. C'est quand même là aussi, on peut. Alors il exclut, mais ils ont dit que de toute façon, si on leur tendait la main, ils oui, mais enfin, on peut tendre la main et puis prendre le une parti baffe. dire non. Oui. Mais là, c'est quand même différent. Il exclut d'office le premier parti de France qui, selon tous les sondages, est donné largement, sinon gagnant, du moins ayant le vent en poupe. Au premier tour, en tout cas. Voilà. Donc, et il va alors leur soumettre, je l'apprends ce matin, il leur soumettrait possiblement le nom du Premier ministre démissionnaire après 15 heures. Et ce serait ça la solution ? Mais enfin, moi, je suis incapable de l'expliquer dans un article. À des lecteurs suisses, je ne sais pas. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas expliquer ça. Parce que la réalité, c'est que le sentiment général est que le système a déraillé, que Sébastien Lecornu, malgré tous ses efforts, est la preuve du déraillement. Il était dans la locomotive quand le train a déraillé, et donc on reprend le même conducteur, on remet la locomotive sur les rails et on espère que le TGV va partir. J'avoue que je suis sidéré, et alors franchement je vais à tous vous demander votre aide pour expliquer ça aux lecteurs suisses dans la journée. Elisabeth, aidez Richard. Non ? Ce qu'espère Emmanuel Macron, c'est qu'ils acceptent aujourd'hui ce qu'ils ont refusé hier. Parce qu'il n'est pas tout seul dans la tambouille, même si c'est lui qui a causé la dissolution et est à l'origine de tous les maux. C'est à la lecture du sondage de Frédéric Dabi, qui est très intéressant sur un point que vous nous aviez signalé dès hier soir, c'est l'attractivité maintenant fatale des électeurs de la droite et du centre vers le RN. 41% souhaiteraient une candidature commune avec le RN et le centre. 41 ou 46 41. 46, c'est auprès de l'ensemble des électeurs de droite, du centre et de droite extrême. Ah d'accord. Voilà. 46% si on ne prend que les électeurs, c'est bien ça. Et dans le fond, LR ne peut pas se payer le luxe d'une dissolution, parce qu'on voit bien que sur le terrain, les électeurs, ce qu'ils veulent, c'est se rapprocher du RN. Le RN, il est à 36% au premier tour des législatives. Je fais la pub de l'IFOP, mais il est très intéressant ce sondage. Ouais. Et LR, ils sont à 11-12%. Donc qu'est-ce que devient un parti à 11-12% de crédit d'intention de vote au premier tour? S'il se rapproche d'un parti à 36%, il disparaît. Donc le LR n'a pas intérêt à la dissolution. Peut-être que il est donc enclin à accepter aujourd'hui ce qu'il refusait hier, c'est-à-dire un Premier ministre qui suspendrait la réforme des retraites, taxerait beaucoup plus les riches qu'il ne l'aurait voulu dans son programme plus libéral, etc., etc. Il ne disparaît pas, les partis, s'ils sont à 14%. Regardez, le PS, il a fait 1,7 à la présidentielle. Oui, mais dans un bloc, ils sont supplétifs, quoi. Voilà. Ah oui, d'accord. Quand je dis, c'est un grand parti de gouvernement qui a donné plusieurs présidents à la France sous la Ve République et qui aujourd'hui pèse 12% face au RN 36%. Si le 12% rejoint le 36%,
il y a un risque de devenir la béquille, comme on dit. Voilà. Eh oui. Oui, tout à fait. Avec en plus, par rapport à ce qu'a dit justement Elisabeth, le fait qu'en 2024, au second tour des élections législatives, de très nombreux députés LR l'ont été au second tour en duel grâce au Front républicain face à des candidats RN. Donc ça change aussi la donne. Eh oui. Et je trouve que cette question, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle raconte le drame de LR depuis 2019, depuis les élections européennes, c'est que LR a une partie de son électorat qui regarde le bloc central, qui regardait Emmanuel Macron, qui ont soutenu toutes les réformes entre 2017 et 2020. C'était la Sainte Alliance LR-LREM qui a fait voter toutes les réformes. Et il y a une partie de plus en plus importante, alors 40, 41%, 46%, en tout cas un très gros tiers, qui regarde du côté du RN. Et quand vous avez un rapport de force de 36 à 12, voilà, il y a, vous connaissez la phrase d'Audiard sur le petit qui doit écouter celui qui est plus costaud. Exactement. Alors, on a quand même un bal des noms qui circule. Et parmi ces noms, Jean-Louis Borloo, qui dit, on l'écoute. Vous avez été contacté? Mais non, mais je suis contacté par personne. Vous savez, je suis sorti depuis longtemps. Je n'ai reçu de coup de fil de personne. Quelqu'un de responsable, si un jour quelqu'un m'appelle, je répondrai de manière responsable à cette personne. Point final. Alors, autre candidat putatif, un de vos amis peut-être, François, qui s'appelle François aussi, le président de la Banque de France. Écoute. À chacun sa mission pour servir son pays. La mienne est à la Banque de France. Votre téléphone n'a pas sonné ? Je ne réponds pas à cette question, mais je vous ai dit où est ma mission. Moi, je suis comme tous les Français, j'aime notre pays. Et j'en ai vraiment assez de ce gâchis politique. Il est temps, là aussi je regarde ce qui se passe chez nos voisins européens, il est temps de passer des compromis. C'est pas un mot injurieux. Je vous assure, ça fait quand même, je ne sais pas combien de temps qu'on entend ça en France. Il est temps de passer des compromis. On a envie de se jeter par la fenêtre, franchement. J'ai cru qu'il allait dire « j'en ai assez d'Emmanuel Macron ». Très franchement, à un moment donné. Villeroy de Galhau, ça serait pas un mauvais candidat. Il est technique, il n'a pas de grande expérience européenne. Sa famille vient de la Sarre, n'est-ce pas, oui, Richard? absolument. Villeroy et Bosch. Oui. Mais oui, bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Si, Bien sûr, c'est la famille de la grande fabrique de porcelaine. C'est un homme qui connaît très bien les rouages de l'État. Il a été directeur de cabinet de Dominique Strauss-Kahn quand celui-ci était patron de Bercy. J'y crois pas tellement, honnêtement. Non, vous êtes le cornu. C'est pas l'heure. Non, mais vous pariez un déjeuner, François? Écoutez, je peux toujours me tromper. Je déjeunerai avec vous avec grand plaisir. Donc je relève le défi et quoi qu'il arrive, nous déjeunerons. Mais mettons-nous un instant à la place d'Emmanuel Macron. Il veut la situation la plus confortable. C'est évidemment le cornu. Il peut l'imposer en vertu de la crainte de la dissolution. La dissolution, c'est la bombe atomique. Personne n'en veut en réalité, sauf le Rassemblement national. Il fait ce qu'il fait d'habitude. Il a été élu en jouant sur la peur de Le Pen, la peur de la guerre. Il joue désormais dans un théâtre beaucoup plus circonscrit sur la peur de la dissolution, c'est-à-dire la peur de tous ces gens de perdre leur siège et de disparaître, d'être dévorés. Parce que, je disais tout à l'heure, élargissons la focale jusqu'à la fin de l'année. Budget quand même problématique. Élargissons la focale encore davantage. La suite du film, c'est quand même l'arrivée du RN au pouvoir, avec les supplétifs de LR. Donc ça fait peur. Et je pense qu'il estime avoir... Ça fait peur à qui? Ça fait peur aux Français? Non, ça fait peur au LR, au PS, etc. Ah oui, d'accord. Et je pense que de ce point de vue, Emmanuel Macron, aujourd'hui, à 1h57 cette nuit, estime avoir un levier suffisant pour pouvoir, une fois de plus, tenter ce qui l'arrange personnellement. C'est juste l'analyse du rapport de force. L'analyse du rapport de force, vous faites la même, Christophe? Non, parce que François se met dans la tête d'Emmanuel Macron, mais il se met pas dans la tête de Marine Tondelier. Or, Marine Tondelier, elle l'a dit ce matin sur TF1, elle n'en veut pas. On va l'entendre justement, Marine Tondelier. Elle n'en veut pas et elle va essayer d'entraîner vers la censure son groupe. C'est possible qu'il y ait censure derrière. Je pense qu'il va jouer le coup. Mais je vous rejoins. Derrière, alors là, c'est vraiment une crise de régime. Le président est désavoué. Il y a dissolution. Et je pense que parmi ceux qui sont à l'Élysée cet après-midi, tout le monde a peur de la dissolution, sauf Marine Tondelier, qui peut faire un double accord avec les socialistes parfois et LFI souvent. Elle était ce matin sur TF1. Le sondage est terrible pour elle. Oui, mais pas s'il y a un accord. On n'a pas l'ordre du jour, on a une liste de participants qui sont listés dans le corps du mail pour que tout le monde sache qui est invité. Beaucoup de personnes me disent, il va tester sur vous l'hypothèse le cornu 2.
Si c'est le cas, je lui souhaite bon courage, parce que le Cornu, c'était le Premier ministre du socle commun. Socle commun qui n'a plus rien d'un socle et qui n'est plus commun. Gouvernement d'ailleurs qui a implosé de l'intérieur par Bruno Retailleau, qui sera présent, enfin en tout cas qui est invité à la réunion tout à l'heure. Donc je pense que la fable vous savez, de ce socle de stabilité, de cette plateforme de stabilité, comme l'apprend encore Monsieur Le Cornu au JT, plus personne n'y croit. Frédéric, vous disiez quelque chose de passionnant sur Marine Tondelier. Oui, non, pas sur elle en tant que telle, mais sur les écologistes qui sont pas du tout dans une dynamique électorale. À quelques mois des élections municipales, on voit dans des enquêtes qui valent ce qu'elles valent, que quasiment tous les maires, sauf peut-être le maire de Bordeaux, sont en difficulté. Tous les maires écologistes élus lors de la petite vague de 2020, qui a vu beaucoup de mairies gagnées par les écologistes. Dans l'enquête, on n'a pas testé en tant que tel les écologistes seuls, mais lorsque la France Insoumise est seule, elle est à 8%. Lorsqu'on fait une alliance France Insoumise écolo, on passe à 10%. Alors on pourrait dire la valeur ajoutée des écolos, c'est 2%. Je ne dirais pas ça, mais très clairement, et on l'a vu aussi dans notre enquête présidentielle, fiduciale de la semaine dernière, que pour les Français, les deux grands courants à gauche, c'est le courant radical LFI, Jean-Luc Mélenchon, et un courant social-démocrate que pourra incarner Raphaël Glucksmann. L'espace des écologistes, qui d'ailleurs ne parle plus d'écologie, ne parle plus de climat, plus personne ne parle de rien. Mais oui, mais vous l'avez dit tout à l'heure. Non, mais c'est vrai. C'est le problème pour moi. Il y a une crise du résultat, il y a une crise de l'impuissance politique, mais il y a une crise de l'écoute. Jamais les Français se sont sentis aussi peu écoutés, considérés et, j'ai envie de dire, traités. Ce que vous voulez dire, c'est que les écologistes sont condamnés à rester arrimés à LFI pour garder des gains électoraux. Je dirais pas ça. Je dirais que lorsqu'ils sont dans l'hypothèse numéro 2, ce qu'on a vu hier soir, lorsqu'ils sont avec une alliance gauche plurielle, PS, PC, Europe Écologie Les Verts et Place Publique, ils sont à 19%. Lorsqu'ils sont avec la France Insoumise, ils ne sont que à 10%. Oui. Il y a un rapport de force. Alors, ce n'est qu'un sondage, je le répète. La campagne n'a pas commencé. Mais il y a clairement une dynamique qui n'est pas du côté de LFI de ce point de vue-là. Mais du coup, les écologistes, ils ont la tentation de la censure quand même un peu compulsive, comme LFI. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron, moi je disais en septembre qu'il ne devrait pas nommer un proche. Il a nommé Sébastien Le Cornu, donc qui est son petit frère en fait. Qui son petit frère, ça c'était Gabriel Attal. Donc, oui, il avait dit c'est mon petit frère, ça n'avait pas pris à Gabriel Attal. Oui. Non, qui est un ministre loyal et sur lequel il a pu compter. Mais je pense qu'effectivement, comme le dit François, il a la tentation extrême du confort. Il pense que Sébastien Le Cornu, parce qu'il a fait un bond de notoriété formidable, qu'il n'a pas cette tentation. Qu'il a bien joué d'ailleurs sa sortie. Qu'il parle à tout le monde, eh bien peut le faire. Sauf que, effectivement, je comprends Richard expliquer ça à l'extérieur, qu'on renomme Le Cornu, qui a été démissionné par Bruno Retailleau. C'est invraisemblable. Et par ailleurs, effectivement, la gauche va se lever tout de suite. Emmanuel Macron, il devrait nommer un Premier ministre quand même de gauche. Alors, pas forcément du Parti socialiste, il faut garder les LR, mais de gauche. Mais de gauche, il sera censuré immédiatement, non ? Par qui ? Non, par quelle addition ? L'addition RN plus LR plus Ciotiste, ça fait pas 289. Il faut avoir en plus le Front Populaire. Et donc ça préserve un petit peu. Alors faut pas prendre évidemment un marxiste. Là évidemment, vous l'avez l'addition. Faut aller chercher quelqu'un qui soit toléré par le Parti Socialiste et par les écologistes et respecté par le Parti LR. La figure de Bernard Cazeneuve correspondait à cela, mais il est présidentiable. Donc c'est un peu compliqué par rapport à cette bonne idée de Le Cornu. Il est présidentiable, Bernard Cazeneuve ? C'est retour vers le futur. Il a créé son mouvement, il se met dans le jeu, bien entendu. Et en plus, Cazeneuve, pour le coup, vis-à-vis des socialistes, Cazeneuve, ça serait pas évident. Au-delà du fait qu'il est présidentiel, vous avez raison. C'est pas évident. Et alors, les socialistes avançaient l'hypothèse que vous vous rappelez que les écolos sont très remontés contre Bernard Cazeneuve à cause du barrage de Simon. Eh bien, un leader socialiste avançait l'idée que quand même peut-être il passera l'éponge pour dire les choses. Donc, Richard, je voulais me déporter un petit peu et rappeler l'exemple, puisqu'on a eu François Villeroy-Gallo tout à l'heure, l'exemple de ce qui s'était passé en Italie avec Draghi, qui est quand même un gouvernement. Mario Draghi a sauvé l'Italie. Alors après, ultérieurement,
Oui, alors tout le monde a ce fantasme du nouveau Mario Draghi. Il a sauvé l'Italie. Mais il n'existe pas en Il faut en France. rappeler les circonstances. Mario Draghi, d'abord, il n'a pas derrière lui un président qui manipule et qui continue de vouloir se protéger. Il a un président Mattarella, mais ça c'est la constitution italienne, qui attend et qui veut un résultat qui vient des partis. Mais surtout, Mario Draghi, il obtient une parenthèse, c'est-à-dire ce sont les partis politiques qui lui donnent mandat de gouverner l'Italie pendant à peu près un an, y compris Fratelli d'Italia, le parti de Madame Meloni. Donc ils acceptent. Mais ça vient des partis. Ils ne sont pas convoqués pour le faire. C'est eux qui, vu la situation de l'Italie, qui, il est vrai, et François Langlais le sait très bien à l'époque, était beaucoup plus critique que celle de la France. Elle était vraiment pendue, on peut dire, par l'Union européenne. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est une condition impérative pour qu'un Premier ministre du sérieux budgétaire fonctionne. C'est qu'il faut que une majorité de partis lui délègue ce pouvoir. C'est pas le président de la République qui peut l'obtenir. C'est là où moi je vois une contradiction. Puis j'en vois une autre, pardonnez-moi de prendre une casquette un peu démocratie directe helvétique, c'est que je comprends qu'une grande majorité français sont en désaccord avec ce qui se passe et voudraient un retour aux urnes. Il me semble. Oui, tout à fait. Bon, alors, ça veut dire qu'on refuse ce que veulent les Français. C'est quand même un peu compliqué. Oui, mais il y a des gens qui vont dire on ne gouverne pas au sondage non plus. Non, alors qu'ils passent leur temps à ça. Est-ce que les sondages ne sont pas là tellement convergents qu'ils disent une part de vérité? Il ne va pas se tirer une balle dans le pied, Frédéric. C'est une perception du réel. C'est vrai qu'ils sont extrêmement convergents. C'est vrai que le souhait de dissolution, il vient pas de loin, puisque encore dans une enquête LCI du mois de mai ou juin, on était à peine sur un gros tiers des Français. On a été sur un tiers qui était favorable, puis 40%. Les Français voient ce qui se passe, cette paralysie, cette classe politique qui ne joue plus son rôle. Et donc voilà, c'est la formule gaulliste d'aller au peuple. Et c'est clair que c'est très convergent. Maintenant, s'il y a un gouvernement, par miracle, qui marche, un gouvernement technique, un gouvernement qui reprend en charge les attentes traditionnelles des Français, sans doute ce souhait de dissolution va un petit peu refluer, d'autant plus qu'il y a une élection quand même qui arrive dans 5 mois, des élections municipales qui constituent une élection extrêmement importante, parce qu'en principe, c'est la dernière avant l'élection présidentielle. Frédéric, cette quasi-paralysie dont vous parlez au sommet de l'État et ce budget 2026, François, toujours introuvable, commence à avoir des conséquences concrètes sur la vie des Français. De nombreuses entreprises qui travaillent indirectement pour l'État attendent désespérément des bons de commande et les retraités ne savent pas si leur pension sera revalorisée. Écoutez ces témoignages recueillis par Roxane Seguila et Tiffany N. Alain a 78 ans et une question le tracasse. Sa pension de retraite de 1 800 € net par mois va-t-elle augmenter ou baisser l'an prochain? Vu ce qui se passe actuellement, je me demande combien de temps je vais encore avoir le même pouvoir d'achat. Mais comme tout est hypothétique, il renonce par précaution à certaines dépenses. Je vais comprimer sur des choses dites non indispensables. Ce climat d'incertitude, Olivier, chef d'entreprise dans le Gard, le subit de plein fouet. Sa PME fabrique des stabilisateurs pour les avions et les bateaux militaires. Mais sans orientation claire sur le budget de la défense, ses clients sont plus frileux que jamais. On a eu des quasi feux verts pour lancer des productions. Et là, depuis quelques jours, quelques semaines, on sent bien que les appels sont de plus en plus de dire attendez, ça va démarrer, mais on n'est pas encore en capacité de vous passer la commande officielle. Au total, 20% de ces commandes sont gelées. Pour l'avenir de son entreprise, les conséquences sont déjà très concrètes. Des conséquences très concrètes dans la vie des Français, François, toute cette paralysie politique en réalité. Oui, bien sûr, pour 2 raisons. D'abord, si vous voulez, en France, le poids de la dépense publique est tel que ça impacte quasiment tous les secteurs. Il y a quelques jours, aux 20h, il y avait un reportage sur une entreprise qui vend du granulat de bois. Et le patron expliquait qu'il avait perdu 50% de chiffre d'affaires parce que le chèque énergie n'était pas arrivé. C'est-à-dire que, idem pour évidemment les transports sanitaires, pour les artisans du bâtiment qui dépendent de ma prime rénov'. En fait, on a 68 millions de fonctionnaires. J'exagère, mais à peine. Ce que je veux dire, c'est qu'à 57% de la dépense publique, 57% du PIB, quand celle-ci est ralentie ou inhibée ou pas réévaluée, ça concerne tout le monde. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a un aspect psychologique qui fait qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? On voit le marteau fiscal s'élever, on ne sait pas très bien sur qui il va tomber, et du coup, les Français épargnent, on arrive à des taux d'épargne qui sont entre 18 et 19%, c'est sans précédent. François Villeroy de Galhau, ce matin, justement sur RTL, évaluait
ce déficit de croissance lié à l'inhibition que nous avons tous quand il s'agit d'acheter quelque chose, un bien durable, ou bien pour les patrons au moment d'investir, il est évalué à 0,4% du PIB. Ça fait quand même une quinzaine de milliards d'euros qui sont suspendus et en attendant qui sont plutôt dans les comptes d'épargne que dans l'économie. Donc vous voyez que ces deux mécanismes jouent et disons bloquent l'activité. Je voudrais rassurer notre retraité. Pour le coup, si le risque est plus modeste sur les pensions de retraite, parce que enfin au moins pour la pension complémentaire, là c'est pas l'État qui décide, ce sont les partenaires sociaux de la réévaluation. En revanche, pour la pension de base, effectivement, c'est la sécurité sociale et là on est dans le flou. Et il y a encore cette interrogation sur les impôts qui sont... Oui. François, est-ce que les impôts, l'IR, je vous parle de l'IR, on a fait un petit carton, parce qu'on a tellement entendu taxe Zuckman, pas taxe Zuckman, etc. 10 foyers fiscaux payent 70% de l'impôt sur les revenus, 56% des foyers fiscaux n'en payent pas, et 57% des foyers fiscaux reçoivent plus de l'État qu'ils n'y contribuent. Oui. L'impôt est quand même assez juste en France, non ? En tout cas, celui-ci, il est très progressif. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il est concentré sur une petite moitié déclinante, d'ailleurs. Il n'est pas juste, Elisabeth ? Il redistribue quand même. Regardez. Bien sûr, il produit. Non mais Elisabeth, juste un chiffre qui complète ceux-là qui sont excellents. Mais avant la redistribution, l'ensemble de la redistribution, c'est-à-dire la fiscalité et les allocations, il y a entre les 10% les moins bien payés en France et les 10% les mieux payés un facteur 22. C'est-à-dire que... Non, mais Et après la redistribution, on tombe à 6. Absolument. Oui, c'est un des pays où il y a le moins de... Est-ce qu'il y a un pays au monde qui fait ça ? On encaisse la TVA encore plus. Mais enfin, on encaisse. Mais franchement, quand on a une assiette qui fait que moins d'un Français sur deux paye l'impôt sur le revenu, vous trouvez que c'est équilibré ? Non, mais là, vous voulez faire payer les pauvres. Vous voulez faire payer les pauvres. Symboliquement. Oui, d'accord. Non, je pensais que c'était de l'autre côté. Oui, par ailleurs, on pensait que vous étiez le couteau entre les dents, mais en fait, non. Oui, vous dites c'est injuste que 10% des foyers fiscaux payent 70% de l'impôt. C'est curieux le décalage de l'opinion qui ne cesse de dire injustice fiscale, les riches se gavent, etc. C'est soutenu par l'opinion cette thèse-là. Ils voulaient la taxe Zuckman, ils voulaient... Et la réalité de cette redistribution. Il y a un malaise quand même dans notre manière de faire vivre cette démocratie sociale. Ça ne se connecte pas, les deux ne se connectent pas. Et personne, François, n'est d'accord sur les solutions, mais il n'y en a pas un qui imagine de faire baisser les dépenses. En fait, le bon cocktail... Mais il a été donné, pas sous cette forme-là, par Villeroy de Galhau ce matin. Il faut couper les dépenses, c'est notre problème. Quand on compare la France avec les autres pays européens, on est à 250 milliards de dépenses en plus chaque année. Bon, avec un rapport qualité-prix qui est assez médiocre. Donc il faut couper dans les dépenses. Mais, pour que ça soit acceptable politiquement, parce que quand vous coupez les dépenses, ce sont les classes modestes et moyennes qui trinquent. Ce sont elles qui vivent davantage des allocations. Donc il faut forcément un petit coup sur la tête des riches. Pas à la hauteur de la taxe Zuckman, bien sûr, qui est une idée saugrenue, mais il faut qu'ils contribuent un peu plus en ce moment, parce que de fait, ils seront moins pénalisés par les coupes budgétaires que les autres. Et c'est ça le bon cocktail, si vous voulez, qui a à la fois du rendement budgétaire... Pourquoi vous le dites comme ça sur le plateau de LCI, et merci beaucoup, pourquoi il n'y en a pas un autre qui le dit dans nos politiques, enfin ? Parce qu'ils sont dominés par des passions proprement politiques, dans le mauvais sens du terme. À cause de Frédéric Dabi. Alors quand on interroge les Français, merci demain, quand on interroge les Français, chère Anaïs, sur un impôt universel où tout le monde payerait un petit peu d'impôt sur le revenu, on a quasiment 85% des Français qui y sont favorables. Ce que dit Elisabeth, ce sentiment que l'impôt pèse sur le revenu, pèse trop sur une partie restreinte des foyers fiscaux, ça passe chez les Français. Mais il y a aussi d'autres impôts. La TVA est perçue comme l'impôt le plus injuste. D'ailleurs, si on fait un petit peu d'histoire, il y a une trentaine d'années, c'est les 2 points de plus de TVA décidés par Jacques Chirac dès son arrivée à l'Élysée qui avaient pénalisé. Jean-Luc Mélenchon en direct sur LCI, les amis, on l'écoute. Monsieur le vice-président, tout le monde est en place ? Ça va ? Vous me dites quand ça démarre ? Non, c'est déjà démarré ? C'est bon. Allons-y. Alors, mesdames, messieurs, après le tohu-bohu confus des visiteurs de Matignon, il y aura aujourd'hui le défilé à l'Élysée dont M. Macron nous a dispensé. Pourtant, dans quelques heures, le président de la République va annoncer une décision essentielle. Elle ouvrira une nouvelle saison politique, soit en nous enfonçant dans la voie sans issue
d'une nouvelle combinaison politicienne censurée d'avance, soit en permettant à notre pays de se reprendre en main lui-même par ses votes. Avant cet événement, nous voulons montrer son importance décisive, peser sur lui, et ainsi sur ce que chacun fera alors. Et surtout, affirmer l'urgence de travailler avec un pouvoir légitime à la lutte contre le déclassement de la France, la pauvreté et la précarité qui ravagent le pays, contre l'irresponsabilité écologique qui le met en danger. On pensera ce qu'on veut des insoumis. Mais la vie a montré qu'ils ne sont ni changeants d'avis à la première bourrasque, ni compromis dans les tractations folkloriques de ces derniers jours. Comme vous le savez, pour nous, la responsabilité du chaos n'est pas à l'Assemblée, elle est à l'Élysée. En accord avec ce diagnostic, au contraire de tous les autres partis, nous n'avons participé à aucun des nombreux conciliabules avec M. Lecornu depuis sa nomination. Car nous savions qu'il s'agit d'une perte de temps pour le pays et peut-être davantage encore d'une tentative malsaine de combinaison des contraires. Je le dis fermement en notre nom collectif. Nous ne sommes donc engagés par aucun des arrangements qui s'y sont discutés. Et à plus forte raison, nous ne sommes impliqués dans aucune des convergences, dans le mystérieux secret des conversations évoquées à plusieurs reprises par M. Lecornu lui-même, et sans doute est-ce pourquoi nous sommes dispensés de visite à l'Élysée. Nous sommes restés à distance, comme nous avions déjà refusé tout pacte avec M. Bayrou pour deux raisons. La première, c'est que le contraire revenait à légitimer le coup de force du président refusant depuis un an et 3 premiers ministres le résultat des élections de juin 2024. La seconde, après avoir fait partir messieurs Barnier et Bayrou, l'Assemblée n'a toujours pas de majorité pour accepter un budget cohérent si le mandat donné aux députés par les votes populaires est respecté, car ce n'est pas pour cela qu'ils ont voté. Les députés n'ont pas été élus pour s'entendre entre copains, pour assumer le mandat qui leur a été confié. Nous avons un mandat exigeant et non négociable. Le programme du nouveau Front populaire, le triomphe de la justice sociale et de la responsabilité écologique. Pour nous, la volonté des votes ne se marchande pas entre partis politiques opposés. Nos députés n'ont pas été élus pour s'entendre avec la Macronie, ni le RN, ni la droite, mais au contraire pour rompre avec leur politique, comme cela est dit dès la 2e ligne du programme choisi par ceux qui les ont élus. Aujourd'hui, un 4e Premier ministre n'aura pas davantage de majorité pour voter un budget politiquement cohérent qu'hier, messieurs Michel Barnier ou François Bayrou n'en avaient. À quoi servirait-il alors? Juste à faire peser, et qui sait exécuter, la menace de passer son budget tel quel, par ordonnance, si la discussion dure plus de 70 jours, ce qui est peu par rapport à la tradition, comme le prévoit la Constitution. Alors en effet, avec cela, pas besoin de 49.3. Pour nous qui avons bataillé sans succès, des semaines durant et souvent seuls, pour un gouvernement de tout le nouveau Front populaire, et sa candidature commune pour le poste de Premier ministre, nous refusons 16 mois et 3 premiers ministres après, en pleine crise démocratique, de renoncer à la fois à la dissolution et à la présidentielle anticipée. Pourquoi sauverions-nous ainsi Emmanuel Macron, le soldat perdu dans ses aberrations et le naufrage de son mandat? Pourquoi renoncer à revenir aux urnes? Pour rendre la parole
au peuple. Une seule alternative se présente à cette heure. Ou bien une nouvelle dissolution de l'Assemblée, ou une présidentielle anticipée et rien d'autre. Nous sommes prêts dans les deux cas. Mais regardons cela de plus près. Une dissolution permet-elle vraiment au pays de sortir de l'impasse? Cette question est décisive, car la solution présente 3 risques majeurs. Le premier, que la composition de l'Assemblée reste la même, car le vote se fait dans les conditions lourdement déséquilibrées et déformées par le découpage en 577 circonscriptions et 2 tours de vote. Le second, nous n'avons aucune garantie que le président qui en a montré déjà le mauvais exemple ne rejette une nouvelle fois le résultat s'il ne lui convient pas. Dans la confusion renouvelée, il recommencerait la valse des premiers ministres, les palabres de palais et les coups de force. Le dernier inconvénient, et non le moins grave, le voici, dans le cas d'une dissolution pour rien, l'impasse durerait encore 1 an, car aucune nouvelle élection législative n'est permise par la Constitution avant cela. Et même en cas ensuite de présidentielle anticipée, ce qui serait un comble. Dans ces conditions, pour nous, seule une élection présidentielle anticipée permet l'adoption d'une loi dite spéciale pour adopter un budget par l'Assemblée toujours là, et cela tout en permettant l'élection présidentielle. Cette présidentielle permettrait l'expression de la volonté du peuple de la façon la moins déformée dans le cadre actuel, puisqu'elle a la France entière comme circonscription unique au lieu de 570 duels, 77. Elle permet la possibilité ensuite de nouvelles élections législatives pour permettre à la nouvelle majorité présidentielle de demander au pays une majorité à l'Assemblée nationale. Et sur un programme conforme au vote qui viendra de s'exprimer. Ce choix de la présidentielle anticipée, dont nous voulons souligner l'importance par elle-même, et non du fait de telle ou telle candidature, fût celle de l'un d'entre nous. Ce choix est bien partagé au-delà des rangs insoumis. Le peuple n'a-t-il pas rejeté Emmanuel Macron à 3 reprises depuis son élection contrainte en 2022? 2 de ses anciens premiers ministres ne l'ont-ils pas déjà condamné, soit pour son acharnement à vouloir garder la main, comme l'a dit M. Attal, soit pour demander franchement sa démission, comme M. Édouard Philippe. Nombre d'autres responsables de tous bords ont demandé également cette démission. Signée par 104 députés de plusieurs groupes, la motion de destitution du président n'a été repoussée 2 fois que grâce au vote du RN. Enfin, 70% des sondés, c'est-à-dire au-delà de toutes les marges d'erreur envisageables, demandent le départ d'Emmanuel Macron. C'est ainsi l'importance des pouvoirs qu'il a interdit à un président de la Ve République de les exercer sans limite, comme l'a montré le départ du général de Gaulle, pour une majorité bien moindre d'opposants. Mais la Ve République ne donne aucun recours contre un président qui bloque sciemment la démocratie dont il est censé être le garant. Le départ d'Emmanuel Macron est donc une exigence légitime. Elle porte en elle non seulement une exaspération populaire générale, mais peut-être davantage encore le refus du coup terrible pour le pays d'une présidence aussi dégradée. Loin de s'en effrayer, puisque nous ne pouvons plus rien contre le bocage actuel, mieux vaut au contraire y trouver une opportunité extraordinaire. Laquelle? Pouvoir définir par nos votes, avec cette élection présidentielle anticipée, un nouvel ordre global et sortir du néfaste et absurde en même temps des macronistes. Quand il faudrait trancher, et il le faut, et d'urgence,
entre oui et non. Oui ou non, un nouvel ordre des institutions pour le libérer de la monarchie présidentielle, comme tant le réclame désormais pour une 6e République, et faire que plus jamais une seule personne confisque pour le ridicule de ce peuple et de ce pays tous les pouvoirs. Oui ou non, un nouvel ordre écologique en tranchant une bonne fois pour reconnaître ou non la priorité à la planification contre les causes et les conséquences du changement climatique. Oui ou non à un nouvel ordre économique pour affronter le nouveau système impérial et militaire décidé par les USA face à la France, la Palestine ou la zone Asie-Pacifique. Et reconnaître, oui ou non, la faillite du modèle qui donne la priorité au seul enrichissement individuel. Oui ou non, un nouvel ordre fiscal abolissant les privilèges de la fortune et l'obligeant à contribuer équitablement à l'intérêt du pays. Oui ou non, à un nouvel ordre humain libéré du racisme, du sexisme et de la guerre de religion. Oui ou non, à une société d'égalité et de dignité pour tous. Ce nouvel ordre global et les choix clairs exigés dorénavant sont la véritable urgence. Pas de nouveau bricolage politicien. Une élection présidentielle anticipée est le seul moyen de respecter la dignité de notre peuple et de notre pays, le moyen de le libérer de son impuissance actuelle. Cette impuissance lui ôte le souffle et l'audace dont il a toujours fait preuve dans les moments d'impasse de son histoire, jusqu'au plus désespéré. À l'heure où droite et extrême droite se rapprochent, au point de se confondre le plus souvent, nous appelons les partis et les députés signataires du programme du nouveau Front populaire à se ressaisir et à renoncer aux exclusives contre les insoumis et à faire le choix du retour au programme qui nous a rendus victorieux en 2024. En conclusion, avec toute la solennité que nous pouvons, par notre présence conjointe ce matin, donner à ce que nous avons à dire. Oui, il faut qu'Emmanuel Macron s'en aille pour que le peuple et le pays soient libérés de l'entrave qu'il représente à sa dignité. Voilà ce que nous voulions dire ce matin avant qu'il ne prenne sa décision et avec l'espoir de peser sur elle. Nous le disons devant vous, faute de pouvoir le lui dire directement, mais en définitive, qu'est-ce que cela change puisque cela n'est pas discutable. Alors, merci pour votre attention et je pense que le mieux pour que cette déclaration conserve toute sa force, c'est que nous en restions là pour l'instant, en vous remerciant d'avoir été présents et de nous avoir écoutés. Voilà. Bon, merci à tous. Voilà, c'était Jean-Luc Mélenchon en direct sur LCI pour ce qui est désormais une traditionnelle prise de parole de 9h30, en spécialement dans Toute Liberté. Oui. Deux fois Sébastien, c'est l'endroit où ça se passe. Deux fois Sébastien Lecornu, une fois Jean-Luc Mélenchon. Que retenez-vous de cette intervention, tous les trois ? D'abord, il a dit plusieurs fois qu'il avait été dispensé de cette visite à l'Élysée, pas invité. Il finit par conclure en disant « Bon, bah, de toute façon, comme c'est pas négociable, c'est tant mieux si on n'y va pas. » Mais enfin, il a insisté là-dessus, quand même, Christophe, plusieurs fois en début d'allocution. Oui, il veut se détacher le plus possible de ce qu'il considérait être un Titanic politique, c'est-à-dire le rassemblement de ces gens de droite et de gauche pour essayer de trouver... Oui, enfin, il dit quand même on n'a pas été invité. Oui, on est dispensé, mais bon, il est évident que comme il est sur la censure, il n'est pas concerné par l'accord qui est recherché. Il a quand même rappelé sa double exigence, dissolution ou démission, avec désormais une nette préférence pour la démission, plutôt que pour la dissolution. C'est la recherche du chaos démocratique dont il pense tirer les fruits. Avec chez lui une double inquiétude. Si la présidentielle a lieu en 2027, c'est évidemment 1 an et demi de plus pour lui, des sondages qui sont pas forcément très bons, une gauche social-démocrate qui essaye de se requinquer, plus ça arrive tôt, mieux c'est pour Mélenchon, cette présidentielle. Et puis l'autre inquiétude pour lui, s'il y a dissolution, c'est qu'il n'y aura pas le nouveau Front populaire, il n'y aura pas le Front républicain,
Il a des circonscriptions solides. Ils ont réussi entre 2022 et 2024 à exister en étant moins nombreux. Et même en 2017, ils n'étaient qu'une poignée et ils ont fait beaucoup de bruit. Mais il est quand même un petit peu inquiet de ce qui pourrait échapper à son contrôle. Mais on a l'impression, enfin j'ai eu l'impression, mais je suis moins percutante et habituée que vous, qu'il appelait à cette reformation d'un nouveau Front populaire, non ? Il dit à la fin de son discours, non ? Pas du tout ? Il appelle ses partenaires du NFP à ne pas pactiser aujourd'hui. C'est ça. Effectivement, la dissolution, il n'en veut pas. Lui, il veut une présidentielle. D'abord parce que il est un très très bon candidat. C'est ce qu'il pense, mais les faits l'ont prouvé. Et dans le cadre d'une dissolution, Frédéric Dabi l'a dit tout à l'heure, le LFI est crédité de 8%. Et passé sous la barre des 10. Il y a quand même toujours cette phraséologie, ou en tout cas ce registre verbal. Demander la présidentielle, dit-il, est une exigence légitime. On n'exige pas, donc sous la Ve République, le départ du président de la République, et elle n'est en aucun cas légitime. Là, on s'approche du coup de force verbal, bien sûr, mais il veut vraiment imprimer dans les esprits l'idée qu'il n'y a pas d'autre issue pour Emmanuel Macron de partir, et que demander cela, c'est effectivement la seule chose qu'il faut faire aujourd'hui. Voilà. Et donc, il dit qu'Emmanuel Macron est un soldat perdu dans ses opérations et le naufrage de son mandat. Enfin, on l'a. Oui, alors on peut très bien effectivement considérer et constater surtout que ce deuxième mandat, ça ressemble beaucoup à un Titanic politiquement. Ça, c'est incontestable. Mais la conclusion qu'il en tire, c'est-à-dire il doit quitter et appeler à une présidentielle anticipée, encore une fois, c'est le rêve de Jean-Luc Mélenchon. Alors, vous avez vu comme il est calme. Il dit, il n'y a que moi qui parle, tous les lieutenants derrière, pas la peine d'en rajouter, le message est passé, et il fait pression naturellement, en appelant par avance traîtres tous ceux qui voudraient aujourd'hui, après avoir été au sein du NFP, contribuer à nous sortir de la crise. Il dit, Richard, la responsabilité du chaos n'est pas à l'Assemblée, mais à l'Élysée. C'est quand même savoureux pour quelqu'un qui a fait du chaos un peu une mécanique politique. Oui, mais ça, c'est du Jean-Luc Mélenchon, je dirais, tel qu'on connaît, capable de tous les retournements. Et là, effectivement, il a été, vous le dites à juste titre, l'apôtre d'un chaos parlementaire. Donc il a lui-même contribué à cette atmosphère délétère à travers les latitudes de la France insoumise. D'un autre côté, moi je nuancerai, j'ai de la peine, pardonnez-moi, à entendre Christophe parler de chaos démocratique et accoler chaos démocratique à dissolution ou à élection présidentielle. Dans les deux cas, pardonnez-moi Christophe, c'est démocratique. Oui, la dissolution et l'élection présidentielle. Je mettais cela dans la tactique de Mélenchon, qui part d'un principe démocratique, dissoudre, donner la parole au peuple, voilà. Très bien, pour lui, faire un instrument de trouble. Voilà. Il ne souhaite pas qu'une majorité claire sorte de cette éventuelle dissolution, il souhaite reprendre la main sur la gauche. Mais n'allons pas encore une fois blâmer le peuple et blâmer les urnes si on devait y revenir. Le retour aux urnes est d'évidence une solution. Voilà. La solution par la démission me semble peu probable, compte tenu de la psychologie de Macron et compte tenu du fait que ça créerait un précédent. Pour ajouter... Si Macron démissionne aujourd'hui, nous élisons un nouveau président au maximum dans 35 jours, c'est-à-dire à la mi-novembre. Franchement, quelle campagne sérieuse on pourrait faire dans notre pays en 35 jours? Tout à fait. Pour ajouter à ce que vous disiez, Anaïs, alors ça nous ramène à la conversation juste avant, celle, à mon avis, qu'il a dans son viseur, mais alors là, vraiment, le canon est braqué sur elle, c'est Marine Tondelier. Parce que après un tel discours, Marine Tondelier, elle va pénétrer dans le bureau du président de la République. Ça va être compliqué pour elle, parce qu'elle, comme ça a été dit, je crois, par Elisabeth, elle a un double accord. Elle a un accord électoral déjà quasiment ficelé avec la France insoumise, et elle a un accord, on va dire, de discussion avec le Parti socialiste. Là, il est prêt à lui décocher la flèche de traîtrise, qui lui fera payer au plus cher à tous les niveaux, à commencer par les élections municipales. Et donc, s'il y avait, à mon avis, une cible, c'est bel et bien Marine Tondelier, pour qu'elle fasse savoir lors de cet entretien présidentiel auquel la France insoumise n'a pas été conviée, que Sébastien Lecornu, d'abord, c'est pas question, et qu'il faut un Premier ministre de gauche, et que de toute manière, tout ça ne marchera pas. Je pense qu'il est assez confiant. Il est assez confiant, elle va pencher du bon côté selon lui. Voilà. Elisabeth ? Mais absolument, il faut qu'elle sorte de l'ambiguïté.
Marine Tondelier. Ah oui, mais on ne sort de l'ubiquité qu'à son propre mais détriment. justement, donc elle ne veut pas le faire, selon les bons préceptes du cardinal, mais elle va devoir maintenant. Dans toute crise, il y a des révélateurs. Et là, c'est un révélateur pour les Verts. Ils vont être obligés de choisir. Voilà, c'est difficile de choisir, mais c'est aussi la responsabilité des politiques. Elle joue sur les deux tableaux. Vous savez qu'elle tient les deux bouts de l'omelette. C'est comme ça aussi qu'elle se maintient, évidemment, dans l'opinion et puis électoralement. Mais là, c'est l'heure du choix pour Marine Tondelier. C'est assez accessoire électoralement, mais évidemment, pour un gouvernement qui va chercher, quand il sera nommé, à se maintenir et chaque voix comptera, ils sont quand même une bonne trentaine à l'Assemblée. Quand il dit, Jean-Luc Mélenchon, Richard, pas de nouveau bricolage politicien, il fait aussi, il rappelle les phrases de Sébastien Lecornu dans Le secret des conversations, etc. C'est pas quand même ce qui fait l'essence d'une démocratie quand il n'y a plus de majorité, c'est-à-dire ce qu'il appelle des bricolages politiciens. Vous, en Suisse ou en Allemagne, vous appelez ça une discussion pour faire avancer la machine, quoi. Oui, sauf qu'en France, on y revient, il y a toujours ce soupçon du président qui veut, au fond, manipuler, pardonnez-moi l'expression, ou organiser une solution qui lui convienne. Donc là où Jean-Luc Mélenchon a tort, c'est quand il met toute la responsabilité sur le président alors que son propre parti a contribué à l'Assemblée nationale à rendre encore une fois le climat extrêmement difficile, voire conflictuel, voire impossible pour émerger des solutions de consensus. Là où il a raison, et cette réunion d'aujourd'hui à mon avis le prouve, c'est que le système présidentiel français auquel il est opposé, il faut le rappeler, ce qui ne l'empêcherait peut-être pas d'endosser le costume s'il devait être élu président, on a vu ça dans le passé. Mais il est opposé à la Ve République, et donc pour lui, le péché originel, c'est un président qui veut imposer sa vue au Parlement. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Dans un instant, carte sur table avec Boucan. On se retrouve lundi à 9h en toute liberté. Bon week-end.